Bien, alors, comme vous pouvez le voir ici, donc, je m'occupe de la commission Physique Optique Sans Frontières, qui dépend des deux sociétés savantes, la Société française de physique et la Société française d'optique. Donc, alors, c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était open source, frugal, parce que c'est une des voies, c'est pas la seule, mais c'est une des voies importantes pour arriver à développer l'instrumentation dans beaucoup de pays qui ont des ressources limitées. Donc c'était le départ de ça, c'était ce problème. Alors, comment on fait pour... Oui ? Ah, d'accord. Merci. Donc alors là, je vais vous faire une petite diapo, enfin 2 diapos sur la frugalité. Alors c'est toujours difficile à définir parce que ça peut impliquer diverses choses. Il y a beaucoup de... Attends, je ne vais pas me mettre devant, je vais me mettre par là. Pardon. Voilà, alors en général, la frugalité, c'est quelque chose qui est très volontaire. Il faut vraiment s'y plonger pour l'utiliser. Et c'est lié à une diversité des approches. Alors, une des définitions, c'est pas l'unique, c'est utiliser la technologie nécessaire pour développer quelque chose, sans utiliser forcément les derniers développements. Alors, c'est quelque part lié aussi à la sobriété. Alors, on peut aussi, et c'est conseillé, d'utiliser et mélanger les avancées de différents domaines, c'est-à-dire qu'on fait appel à la multidisciplinarité. Alors, en ce qui concerne les pays à faibles ressources, eh ben, il faut tenir compte des réalités locales, c'est-à-dire essayer de limiter les consommables et la maintenance. Donc là, on a aussi une liaison avec l'écologie. Et donc, forcément, il y a une relation univoque avec la science ouverte et l'open source. Alors, donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs nuances de frugalité. On peut en avoir beaucoup, ou peu, mais en avoir... Je vais vous montrer, en fait, différents exemples où, des fois, il n'y en a pas beaucoup, des fois, il y en a énormément. Donc, voilà. Alors, pourquoi on parle de frugalité? Alors, au départ, où j'ai commencé à utiliser ça, c'était vers 2014-2015. Donc, j'ai rencontré Aliénor à l'ESPCI quand on faisait des opérations de formation sur la frugalité et monter des petits équipements voilà, qui sont pas chers. Donc voilà, c'était à peu près 2013-2014, je pense. Voilà. Alors maintenant, on en parle un peu plus. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà... Ce qui était rendu possible, c'était grâce au développement du numérique, qui a donné un nouvel élan au do-it-yourself, c'est-à-dire le système D en français ou la bidouille. Et donc tout ça, c'est aussi facilité par les paradigmes sources ouvertes qui induisent une philosophie du partage. Donc pour la première fois, on a pu partager facilement l'intelligence pour le développement de l'équipement, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a aussi l'émergence de nouvelles technologies qu'on peut utiliser aussi, comme par exemple les nanosciences, qui ont conduit au capteur papier ou à la microfluidique. Donc ça permet une miniaturisation et surtout une grosse réduction des coûts. Alors, il y a d'autres possibilités qui sont apportées par le détournement de technologie. Ça, j'aime bien parce que là, on voit la créativité de tous les chercheurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de regarder ça. Et puis après, il y a eu toute la montée des Fab Labs, des hackathons. Et ce qui est important pour la frugalité ou l'open source, c'est la curiosité, la créativité, la sérendipité, etc. Puis on verra d'autres notions. Alors, au départ, c'était relié au coût de l'instrumentation, parce que les instruments scientifiques de haut niveau, ils sont très très chers. Alors, tout ça, c'est vrai jusqu'à ce qu'on utilise des composants utilisés
enfin des composants qui proviennent des appareils grand public, parce que là les choses ont été rentabilisées et les composants ont des prix assez bas. Donc un des exemples intéressants là, c'est le laser bleu ou le Blu-ray qui est utilisé dans le lecteur Blu-ray, c'est un lecteur de DVD Blu-ray. Alors ça, j'en ai un petit exemple ici, voilà. Donc qui est monté sur une alimentation de guirlande de LED de Noël, et comme alimentation avec 2 piles. Voilà, donc ça vous donne un laser à 405 nanomètres. Alors, 405 nanomètres, c'est important parce que ça tombe en plein dans l'absorption de la chlorophylle. Et donc, on peut faire fluorescer la chlorophylle. Et notamment, c'est intéressant si vous voulez savoir si votre huile d'olive est de première pression à froid ou si de mauvaise qualité. Donc, si vous n'avez pas de fluorescence avec le laser, bah, c'est pas bien. Alors, l'open source, la frugalité, c'est bien. Simplement, c'est pas une solution universelle. Il faut pas oublier que quand on s'engage, enfin, pour s'engager là-dedans, il y a une grande implication de l'utilisateur pour que ça soit efficace. C'est-à-dire que c'est pas comme quand on achète un instrument tout fait, on fait un bon de commande et on reçoit l'instrument. Là, l'approche est complètement différente. Il faut une implication plus importante. Alors, ce mot de frugalité ou l'adjectif frugal, ça commence à apparaître dans beaucoup d'articles de la littérature. Bon, ici, vous avez 3 exemples. Donc là, c'est un papier qu'on reverra, un exemple qu'on reverra après, sur la détection d'insectes. Et donc là, vous voyez le mot méthode frugale. Après, il y a un article du magazine de la SFO qui est photonique, et donc ça, c'est sur l'optique frugale. Et ensuite, là, vous avez un article qui, pour moi, est important. C'est un article de revue de Saad Bhamla, dont le titre est Frugal Science, donc la science frugale qui est poussée par la curiosité. Donc ça, je vous le conseille, parce que c'est un article de revue. Il y a 10 exemples de développement frugaux, et donc je vous le conseille vraiment. Alors ça, j'ai trouvé ça dans un blog de Scientific American, donc c'est quelque chose qui existe vraiment. J'ai vérifié que le lien était encore actif, donc vous pourrez retrouver cet article. Donc là, on compare en fait 2 voies pour développer l'instrumentation scientifique. La voie classique, où il y a un appel d'offres et puis il y a une personne qui reçoit la subvention, et la voie open source, où là vous avez chaque personne va recevoir une somme moindre. Voilà. Alors, le problème dans le premier cas, c'est-à-dire l'approche classique, c'est que vous avez un instrument, mais qui n'est pas modifiable, qui est donc qui est bloqué. Alors que dans le deuxième cas, on peut modifier, il y a une coopération entre les gens et tout ça. Et donc après, si vous regardez donc ce qui est marqué à Total là, c'est-à-dire la conclusion de tout ça, c'est que dans la première colonne, c'est-à-dire classique, financement classique, vous avez une personne qui sourit et 9 autres qui font la gueule, alors que dans l'approche open source, tout le monde sourit. Alors après, il faudrait que j'aille un peu plus loin. Vous voyez que l'instrument qu'ils ont à la main, donc c'est un instrument open source. Alors il y en a certains qui ont une clé parce que c'est un open hardware design, et voilà. Après, il y a aussi certains qui ont des étoiles parce qu'ils ont transformé l'appareillage. Donc, alors c'est un peu caricatural, mais ça reflète quand même bien ce qu'on peut faire. Donc, la différence vraiment entre
la méthode classique de subvention et une méthode alternative open source. Là, je vous ai mis en plus... alors, le problème de l'open source, c'est qu'il n'y a pas vraiment de brevet. Donc, il y a un brevet qui est émis qui est fait par le CERN. Et notamment, vous avez donc un site du CERN qui s'appelle Open Hardware Science. Vous avez deux journaux, un journal qui est fait par le CERN sur Open Hardware Journal et un truc qui maintenant a à peu près 5-6 ans, qui est le Hardware X Journal, qui est aussi très intéressant à consulter. Parce que là, vous avez plein d'exemples de développement. Tous ne sont pas frugaux, mais il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes. Alors, là, je vous montre un peu quels sont les principaux outils qui sont utilisés pour maintenant fabriquer des instruments scientifiques à des coûts très bas et surtout miniaturisés. Alors, pourquoi c'est important la miniaturisation? En fait, c'est quand on veut aller sur le terrain, quand on veut faire des mesures sur le terrain, c'est bien que les instruments soient pas trop gros et surtout consomment peu d'énergie. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chose intéressante? On a les microcontrôleurs Arduino et les Raspberry Pi. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est que voilà, ce sont deux choses qui ont été développées, qui sont utilisées pour autre chose que ce pourquoi ils ont été développés. Et surtout, ils ont rencontré un succès énorme parce que c'était pas cher. Mais il n'y aurait pas eu un industriel qui se serait lancé à faire ça, en fait. Donc voilà, on a vraiment des choses qui arrivent comme ça, auxquelles on ne s'attend pas, et donc le succès a été énorme. Je crois que Raspberry Pi, ils ont fêté, je ne me rappelle plus si c'est 10 millions de ventes de Raspberry Pi il y a 2 ans. Voilà, donc pour vous donner une idée du succès. Et maintenant, c'est un peu ubiquitaire. Hein. Utiliser Arduino et Raspberry Pi, c'est quelque chose qui est... C'était pas le cas il y a 20 ans. Hein. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont arrivées, qui sont très importantes pour le domaine de l'instrumentation. Alors ensuite, qu'est-ce qui est important? Évidemment, c'est les LED. Surtout que maintenant, les LED, enfin, non seulement c'est une petite taille, ils sont de petite taille, elles consomment peu, et surtout, il y en a maintenant dans toutes les longueurs d'onde, que ce soit du l'UV un peu lointain jusqu'à l'infrarouge lointain. Donc on a une gamme énorme, on peut éclairer dans tous les domaines. Évidemment, les pointeurs laser, là il y a moins de longueurs d'onde disponibles, mais il y en a quand même certaines. Ensuite, vous avez un autre instrument qui est intéressant, c'est l'imprimante 3D, qui est aussi maintenant devenu quelque chose qui est employé pour tout le prototypage, donc ça rend le prototypage vraiment facile, entre guillemets, hein, c'est facile. Ensuite, au niveau de la détection, vous avez tous les détecteurs qu'on trouve dans les webcams. Donc voilà, on peut avoir des détecteurs qui sont pas chers, et surtout que maintenant, la liaison avec l'ordinateur est simple, par USB, donc voilà. Alors tout ça, c'est à relier avec tous les logiciels qui sont en open access, hein, comme Linux, Imagery, etc. Donc eux étaient en avance déjà hein, sur le partage, etc. Alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. C'est la communication sans fil par Bluetooth, le GPS embarqué. Par exemple, on peut faire des mesures sur le terrain en fonction donc de la position. On peut faire de la cartographie de certaines mesures. Voilà. Alors, je commence par un exemple de frugalité où elle est à son maximum. Là, c'est difficile d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est? On va utiliser ce que vous avez ici. Là. On va utiliser donc un rouleau de scotch, enfin la bande surtout, la bande scotch, avec un morceau de graphite. Et avec pas mal d'huile de coude, on va arriver à avoir un film de graphite. Voilà, alors ça a valu quand même le prix Nobel. Donc, vous voyez, un prix Nobel frugal pour
les scientifiques André Geim et Konstantin Novoselov en 2010. Alors, juste pour rigoler un peu, André Geim a aussi obtenu le Ig Nobel de physique en 2000. Donc, le Ig Nobel, c'est le Nobel pour un peu les rigolos, entre guillemets. Voilà, donc on peut avoir les deux Nobel. Bon, c'est le seul cas que je connaisse, hein. Il y a peut-être d'autres cas. Et alors, en ce qui concerne le rouleau de scotch, alors il y a des gens qui, aux alentours de 2006, 2007, 2008, ont développé en fait un appareil de rayons X, parce que quand on pèle le rouleau de scotch, quand on enlève donc la bande, il y a une production très minime de rayons X. Donc ça, il fallait le trouver déjà. Donc ça s'appelle la triboluminescence. Voilà. Donc il y a même eu des appareils qui ont été faits. J'ai regardé, et maintenant la boîte l'entreprise a coulé. Ça arrive. Hein. Mais c'est quand même intéressant de voir tout ce qu'on peut faire. Alors maintenant, une autre chose importante, ce sont les sauts technologiques. Donc là, vous avez un berger dans un endroit indéfini, mais qui se situe soit en Afrique, soit au Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme saut technologique? Eh bien, dans beaucoup de cas, alors moi, je suis déjà allé dans différents pays africains, et le problème, c'est que le téléphone filaire, à part les capitales, il y en avait pas. Donc là, avec le téléphone cellulaire, la communication devenait pour tous. Tout le monde pouvait communiquer. Donc ça fonctionne partout. Un autre exemple ici, c'est l'électricité. En général, l'électricité a été amenée par le réseau, donc il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, avec le solaire, ben, c'est pareil, ça fonctionne partout. Donc voilà ce que sont les sauts technologiques, et donc à partir de ça, on peut rebondir. Alors là, vous avez, hier en fin d'après-midi, vous avez eu Mejdi Benchoufi qui nous a parlé d'Ecopen. Alors c'est une équipe que j'ai rencontrée en 2016, si je me souviens bien, et j'ai suivi leurs travaux jusqu'à maintenant, où ça a débouché, ils ont eu la certification. Et ici, je voudrais quand même leur rendre hommage, parce que au départ, leur but, c'était de faire une sonde qui puisse être utilisée dans les centres de santé des pays à faibles ressources. Au départ, c'était le projet. Et bon, ils ont quand même mis 9 ans pour arriver à ça, avec vraiment une implication énorme. Donc voilà, je voudrais leur rendre hommage. Donc vous avez en plus, j'aime beaucoup l'image là, qui est un peu, qui est une uchronie. Donc on a mélangé deux époques de médecine. Voilà, donc tout ça date à peu près de 2016-2017, hein, ces images. Alors, voilà, maintenant je vais vous montrer aussi où est-ce qu'on peut trouver des composants qu'on peut utiliser. Alors en général, voilà, on a ce truc qu'on utilise tous les jours, on met la main dessus tous les jours, sans forcément savoir qu'il y a des choses à récupérer dedans. Donc on méprise un peu ce genre de truc, moi-même, hein, c'est pareil. Et après, on se rend compte, si on regarde un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il y a une webcam dans les souris optiques. Hein. Il y a une webcam qui est une mauvaise webcam, je ne sais pas combien il y a de pixels, entre 200 et 400 pixels. Et donc cette webcam, on peut la récupérer, par exemple, il y a des cas où des gens l'ont utilisée pour regarder ce qui se passe dans les canaux de microfluidique, où il n'y a pas besoin d'avoir une image très, très fine. Et donc là, on peut... Voilà. Et ça coûte rien, en gros. Hein, donc voilà. Donc vous pouvez aussi récupérer une LED rouge, des lentilles, etc. Voilà. Donc voilà, la souris optique, on peut faire quelque chose avec. Alors là, voilà, et ça c'est ce que j'ai fait récemment, c'est qu'on m'a donné, parce qu'on me donne toujours beaucoup d'appareils pour que je les envoie quelque part.
Et là, donc, j'avais un microscope qui me paraissait intéressant. Et donc, ce que j'ai fait... Le problème des microscopes qui sont jetés, c'est parce qu'ils ne sont pas numériques. Il n'y a pas de possibilité de garder l'image. Et même dans certains labos, dans certaines universités africaines, en fait, on les trouve dans des armoires parce qu'il n'y a pas de possibilité de garder l'image, ce qui est dommage. Et en fait, j'ai voulu voir si c'était simple. Eh bien, oui, la réponse est oui. Il suffit d'avoir une imprimante 3D et de faire un adaptateur entre l'objectif et l'entrée de la webcam. Donc ça, voilà. Alors évidemment, pour chaque microscope, il faut changer la pièce, il faut dessiner la pièce autrement. Donc là, vous voyez le microscope avec la webcam, on obtient des images qui sont satisfaisantes. Alors vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est le cas d'un jeune chercheur qui s'appelle Bamla, qui est à Georgia Tech et qui a fait sa thèse avec Manu Prakash. Je ne sais pas si vous connaissez Manu Prakash, Aliénor, oui, mais donc Manu Prakash avait développé plusieurs choses très frugales comme le microscope à $1 et des choses comme ça, et la centrifugeuse à main. Alors là, c'est le cas de l'électroporation. L'électroporation consiste à faire des trous avec des impulsions haute tension dans les cellules pour faire entrer différentes choses, comme par exemple la protéine verte qui fluoresce. Alors il existe du matériel commercial, mais qui est très cher. Et donc Bamla s'est intéressé à comment on pouvait produire des impulsions à haute tension facilement, pas cher. Et alors il s'est orienté vers l'allume-gaz. Alors on se dit, bon... Alors, en biologie, on va utiliser des allumes-gaz, bon, c'est intéressant. Mais le pire, c'est que ça marche, quoi. Voilà, donc vous avez... En fait, qu'est-ce qu'il y a dans un allume-gaz? C'est que vous avez un cristal piézoélectrique. Donc, en appuyant sur en appuyant sur le cristal, vous pouvez déclencher une impulsion haute tension. Et donc là, vous voyez donc ce qu'il a fait, ce qui est rouge ici, donc c'est ce qu'il appelle un électropène. Et donc, vous voyez, ici, là, je ne sais pas si ça va. Je suis un peu loin, là. Non, bon, ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc, vous voyez un canal ici qui a été fait... on met les cellules dans le canal et on met chaque branche de l'électropène sur les deux bords d'un canal. Et donc, vous allez... envoyer des impulsions haute tension aux cellules. Voilà. Et donc là, vous avez... alors, je vous conseille très fort le site de Bamla. Vous arriverez à le retrouver. Alors, ça va dans tous les sens, mais c'est vraiment très intéressant pour les gens curieux. Hein. Voilà. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors un autre composant que là on voit pas parce que c'est donc le diapason. Et le diapason, en fait, il est produit en masse et vous le trouvez sur toutes les cartes électroniques qui ont besoin de références de fréquence. Et donc en général, il est dans un boîtier hermétique métallique pour pas qu'on perturbe en fait l'environnement du diapason. Donc, alors ce diapason, il a aussi été détourné de son usage. Donc là, on passe dans la partie détournement. Et là, bon, il y a plusieurs possibilités d'utiliser. Donc la première ici, c'est en photoacoustique. Là, on peut mesurer des gaz polluants dans l'environnement avec des choses vraiment pas chères. Hein. On peut les racheter, hein, les diapasons, ça coûte moins de 1 €, quelque chose comme ça. Donc là, on fait passer on focalise le laser entre les branches du diapason, et quand il y a une molécule qui absorbe le faisceau, en fait, on va avoir un échauffement local, très local, ce qui va perturber la fréquence de résonance du diapason.
Donc voilà, on va détecter qu'il y a un gaz à la longueur d'onde qui absorbe à la longueur d'onde du laser qu'on a envoyé. On peut aussi utiliser des LED. Là, c'est le cas d'un chercheur donc, qui est aussi très créatif, Jean-Michel Fried, qui est du labo Femto de Besançon, CNRS Femto, qui, là, il y a déjà quelques années, hein, mais j'utilise toujours cet exemple parce que c'est intéressant. Et donc là, il balaye, ici vous avez une pièce de 1 euro, donc il balaye cette pièce avec le diapason, avec une branche qui est plus près de la pièce que l'autre. Et donc quand il y a des montagnes sur la pièce ou des vallées, on va changer la fréquence de résonance du diapason, et donc on va faire le profil de la pièce, de la profilométrie pas chère. Alors toujours Jean-Michel Fried, je veux dire qu'il est très créatif. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qu'il a fait aussi sur le BUP, hein, le bulletin de l'Union des physiciens. Et là, il a développé une méthode très très peu chère pour suivre les variations d'altitude de la ionosphère. Alors, la ionosphère, c'est la couche de l'atmosphère qui est responsable des aurores boréales. Et elle bouge beaucoup, que ce soit suivant les saisons ou dans la journée. Alors comment on peut faire? En fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a une onde radio qui est émise par un émetteur en Allemagne. Il y a donc les récepteurs se trouvent à Besançon et on mesure en fait le temps pour que le signal émis arrive au récepteur. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on utilise? Pourquoi c'est pas cher? Parce qu'on utilise un récepteur de TNT, hein, donc on appelle ça pour avoir toutes les chaînes de télévision TNT. Donc ça coûte à peu près entre 10 et 20 euros. Et avec ça, on peut donc mesurer la différence de temps pour le signal. Hein. Donc voilà, vous pouvez déterminer où se situe la couche de ionosphère à un instant donné. Alors, il y a quelque chose dont je n'avais pas parlé jusqu'à maintenant, c'est une autre source de créativité pour l'open source ou pour la frugalité, c'est le biomimétisme. Donc là, ce sont des chercheurs qui sont intéressés à trouver une autre méthode de prélèvement de sang qui soit pas chère. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que par rapport à une aiguille, à une seringue qui est pas chère, j'ai pas vu le concept, mais c'est pas grave. C'est un autre problème. Par contre, je trouve que leur démarche est très intéressante. Donc, ils sont intéressés au comportement des sangsues. Donc, ils ont regardé comment les sangsues faisaient pour ramasser du sang. Et donc, à partir de ça, au bout d'un certain temps, je suppose qu'il y a eu plusieurs itérations, et ils ont développé un dispositif frugal. Alors, vous voyez ici qu'il y a en bleu, là, vous voyez, il y a une espèce de poire en caoutchouc, avec des micro-aiguilles dans la poire. Alors, ce qu'on fait, on pousse, voilà, on pousse ici cette poire sur la peau. Donc les micro-aiguilles vont percer la peau, on les voit ici. Et quand on relâche, donc la poire va reprendre sa forme normale, et donc elle va aspirer en fait le sang. Et ensuite, on va pouvoir vider le sang dans l'appareil qui fait l'analyse de sang. Voilà, c'est quand même intéressant de voir ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est un article qui date de 2024. Voilà, donc c'est... Et ça, c'est aussi des gens qui ont fait ça pour les pays à faible... en pensant aux pays à faible revenu.
donc le biomimétisme. Alors maintenant, alors la photonique frugale, alors il y a quelques années, c'était plutôt un oxymore, hein, mais bon, grâce au lecteur de DVD, c'est plus vrai. Alors c'est vrai que j'ai toujours considéré le lecteur de DVD, c'est comme pour le cochon, tout est bon. C'est-à-dire que quand vous démontez un lecteur de DVD, tout est réutilisable, les parties métalliques, enfin il y a tout. Malheureusement, on n'en trouve plus, c'est dommage. Donc, alors, il est passé d'un usage complètement pour le divertissement, et durant la crise du Covid, il y a des gens qui en ont fait des détecteurs d'anticorps de Covid, grâce à une partie qu'on verra tout à l'heure hein, sur le lecteur de DVD qui s'appelle l'optical pickup. Alors, il y a beaucoup de détournements qui ont été faits hein, depuis que ça existe. Il y a évidemment eu des détournements de technologie à partir du lecteur de CD. Alors, sachant que là, il faut quand même citer les industriels, parce que ça, c'est de l'industrie, c'est de la recherche industrielle. C'est Philips et Sony qui ont développé les premiers lecteurs CD, les vrais lecteurs CD. Bien qu'il y ait eu un brevet français de Thomson, mais voilà. Alors, vous avez ici une image tout en bas, là, à droite. Donc, vous avez... Ah, il faut que j'y aille. Donc, là, vous avez la partie, ce qu'on appelle l'optical pickup, que je vais vous montrer après. Donc vous avez un laser Blu-ray dedans qu'on va envoyer à travers la cuvette, qui va être renvoyé comme ça. Et en fait, vous avez ici des électroaimants parce que on va mettre des molécules avec un tag magnétique et qui va ramasser en fait les anticorps, un tag magnétique plus un antigène, et qui va ramasser les anticorps, et donc on va, avec les électroaimants, on va bouger tout ça pour qu'il y ait une capture, et donc après le laser du Blu-ray va déterminer l'absorption, donc plus il y a d'absorption, plus on aura d'anticorps. Donc voilà, c'est un peu le fonctionnement de ça. Donc ça aboutit aussi à des travaux pratiques pour les masters de nanosciences. Hein. Donc voilà. Alors, une des personnes importantes dans ce domaine, donc du détournement pour faire des choses de haut niveau, vous avez Edwin N.T. Alors là, je ne sais pas comment on prononce, et donc il a fait un article qui s'appelle Hacking CD, DVD, Blu-ray for Biosensing, donc pour la biodétection, et que je vous recommande aussi qui est important qui est très important à mon avis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un optical pickup? Eh ben, vous allez voilà, je vais vous faire circuler. Je ne sais pas si c'est possible de faire circuler. Voilà. Donc l'optical pickup, c'est cette partie-là du lecteur CD. Donc j'ai enlevé la partie métallique pour qu'on voit l'intérieur, et vous avez la lentille qui est juste en dessous du disque. Voilà. Et donc c'est ça qui est utilisé, c'est cette partie-là qui est utilisée pour en développement. Alors, en plus, toujours durant cette crise de Covid, il y a eu une start-up danoise. Alors, pourquoi danoise? C'est parce que ce chercheur taïwanais Edwin N.T. Wu est au Danemark, et donc il travaille à l'université technologique danoise. Et donc il y a eu une start-up qui s'appelle BlueSense Diagnostics. BlueSense parce que c'était un laser bleu qui a été utilisé.
Voilà, et donc ils font de l'immunomagnetic agglutination, donc c'est un peu le principe que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, j'ai regardé ce qu'est devenu cette boîte, et la boîte est en train de s'arrêter. Voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir ce qui se développe. Alors là, il y a d'autres équipes au monde que j'ai suivies qui font des choses avec les lecteurs CD, notamment une équipe espagnole de l'Université de Valence. Et là, vous voyez donc l'image. Il y a très peu de modifications par rapport à un lecteur CD normal. Ils utilisent presque le lecteur de CD normal. Par contre, ce qui change, c'est le disque. Donc le disque, il y a plein de petits, réceptacles où on met les choses à analyser. Donc voilà ce que font les Espagnols. Donc il y a... voilà. Alors, pour l'instant, je vous ai parlé de ce processus de récupération. Donc on récupère soit des composants, soit une idée, mais qui contribuent à une durabilité pour notre société. Alors pour l'instant, je vous ai surtout parlé de l'aspect matériel, mais la prise en compte de l'approche intellectuelle est importante aussi, puisqu'il s'agit de récupérer ce qui a été fait en recherche fondamentale et en recherche appliquée pour permettre le développement initial et surtout les utiliser, les récupérer plutôt que de les oublier. Donc il y a aussi cette récupération entre guillemets intellectuelle qu'il ne faut pas oublier. Alors là, c'est des Bretons, donc c'est Photonique Bretagne, qui a développé un kit. Alors, c'est à la limite du frugal, hein, parce que c'est 5 000 €, parce qu'ils ont un vidéoprojecteur dedans, donc voilà. Donc, c'est de l'imagerie hyperspectrale. Donc, c'est un kit qui est développé pour former les étudiants à l'imagerie hyperspectrale. Alors, donc, les perspectives, c'est des applications en agriculture, en trioptique, et surtout des idées open source de travaux pratiques en photonique, signal et vision. Voilà, donc, alors l'hypercube, vous voyez que ce qu'on obtient à la fin, c'est ce qu'ils appellent ici l'hypercube. Donc, on a à la fois la longueur d'onde, l'intensité et la position. Et donc, pourquoi on appelle ça hyperspectral? Parce qu'on fait ça à énormément de longueur d'onde. Donc là, le principe est défini. Alors, j'ai pas tout compris, hein, je dois vous avouer que j'ai pas tout compris. Je vous montre quand même ça, mais c'est pas... Voilà. Donc, vous avez le rétroprojecteur qui va éclairer l'objet qu'on étudie avec différentes figures. Après, on reprend par une fibre ce qui est réfléchi, qui passe par un spectromètre. Après, on utilise un Raspberry Pi et on a les résultats sous forme d'un hypercube. Alors, comme je vous ai dit, je n'ai pas tout compris. Voilà. Alors, là, c'est encore quelqu'un que je connais depuis, je dirais, plus de 10 ans. Donc, Mikael Bridegard, qui est un chercheur danois, mais qui est à Lund, en Suède, à l'université de Lund. Et donc, il s'agit en fait le développement, c'est un lidar entomologique. On se dit, tiens, c'est quand même un peu bizarre d'utiliser un lidar pour les insectes. Alors, est-ce que c'est frugal? Alors, vous voyez ici la première image ici sur votre gauche. Vous voyez quand même qu'il y a du matos. Hein, c'est pas... par contre, c'est du matos, mais qui peut être transporté dans la forêt, parce que c'est fait pour des mesures sur le terrain. Parce que les insectes, il y en a beaucoup en Afrique. Par contre, si on fait ça ici, on peut attendre longtemps qu'il y en a un qui passe dans le faisceau du lidar.
Alors ensuite, vous avez quelque chose qui est vraiment frugal, là, qui est fait à partir de Lego. Alors ça ne se voit pas trop, mais on le verra peut-être tout à l'heure. Donc ça, je n'ai pas cité le Lego comme source de frugalité. Et donc, on va voir à quoi ça sert. Voilà, puis il y a aussi une caméra hyperspectrale ici. Donc là, je vous ai mis le dernier article qui est sorti aussi en 2024. Alors, ils ont réalisé, parce qu'il n'était pas tout seul, plusieurs campagnes d'expérience au Kenya et en Côte d'Ivoire. Alors là, on voit un petit peu le principe. Donc là, vous avez en blanc, vous avez le faisceau du laser, du lidar. En vert, vous avez donc l'ouverture du télescope qui va recevoir le signal qui est renvoyé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, quand il y a un insecte, quand l'insecte traverse le faisceau, il va réfléchir vers le télescope la lumière. Et en fait, suivant les insectes, donc ce qu'on va détecter par contre, c'est le battement des ailes, la fréquence de battement des ailes de l'insecte. Et ça va dépendre de l'insecte. Par exemple, ici, vous avez deux insectes différents avec une fréquence de battement de 22 Hz et 150 Hz. C'est le plus lourd qui a le battement le plus faible, ce qui est relativement normal. Et donc on détecte donc la lumière réfléchie comme dans un lidar normal pour la météo, par exemple. Voilà. Donc, alors avec ça, on peut regarder le changement du comportement des espèces précises d'insectes en fonction du temps. Alors au départ, cet équipement a été fait pour suivre le comportement des moustiques, parce que le comportement des moustiques était important pour les pays dans lesquels les campagnes ont été faites. Alors, grâce à la différence de battement entre mâles et femelles, on peut détecter exclusivement le comportement des femelles, qui sont les espèces qui piquent. Et alors, ils se sont aperçus de quelque chose, c'est-à-dire à partir du moment où les moustiquaires imbibées contre les moustiques ont été introduites, les moustiques ont déplacé leur temps de visite des humains en venant au moment où les gens font la cuisine et mangent à l'extérieur. Donc voilà à quoi ça peut servir de détecter ça. Alors ensuite, vous avez ici donc un appareil Lego qui est fait pour visualiser la réflexion des ailes des insectes. Donc vous avez, alors je ne vais pas aller très très loin, donc vous avez ici en rouge, voilà, vous avez comment réfléchit, la lumière est réfléchie par les ailes des insectes, et vous avez des études après sur l'épaisseur des ailes, la modulation qu'elles peuvent apporter, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment du frugal qui est fait à partir d'éléments de Lego. Voilà, alors ça aussi c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Vous allez me dire, c'est pas du copinage, c'est que je me suis intéressé aux gens qui ont développé des choses très créatives. Donc là, vous voyez Emmanuel Maison-Haute, qui est un spécialiste reconnu Python, il le prouve, là, parce qu'il a un Python autour du cou. Et alors, avant de rentrer dans la partie un peu plus scientifique, alors durant le Covid, il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Courant Passe, et qui est incontournable. Donc je vous... Allez la voir, c'est intéressant. Donc, c'est diverses expériences qu'on peut faire en électrochimie de base. C'était en fait pour ces étudiants, pour qu'ils aient quelque chose à faire pendant le Covid. Et voilà, donc sur le t-shirt, pour ceux qui voient, il y a marqué Le Courant Passe. Donc, c'est sur sa chaîne. Et en plus, il a fait un rap à l'époque, et je vous conseille aussi le rap. Comme quoi, on a quand même des scientifiques qui font des choses et qui en même temps ont un peu le sens de l'humour, ce qui est pas mauvais.
Alors, le projet dont je vous parle ici, d'électrochimie, donc, ça a débuté avec la conception et la réalisation d'un potentiostat à coût très réduit par Raymond Campagnolo, qui est une association qui appartient à une association de Grenoble qui s'appelle Pouya International, et Manuel Maison-Haute. Alors, c'est quoi un potentiostat? C'est une carte électronique qui va nous fournir les 3 tensions nécessaires pour faire l'électrochimie. Alors, l'avantage de faire cette carte électronique, c'est que c'est fait à partir de composants discrets. Ce qui n'est pas le cas quand vous achetez quelque chose. Hein, on essaye de faire ça en Chine avec des trucs soudés en surface, etc. Alors ça, c'est très bien, mais quand ça tombe en panne, c'est fini. Alors que là, vous avez quelque chose qui est à base de composants qu'on peut changer. Donc voilà. Alors, les applications de l'électrochimie à bas coût, comme ça, c'est assez nombreux. Surtout que c'est moins cher qu'un spectro de masse. Ça ne fait pas la même chose, mais ça suffit pour beaucoup d'applications. Donc voilà, vous avez le principe du potentiostat. Donc vous avez les 3 électrodes qu'on va retrouver dans la cuve. Voilà, donc c'est les composants électroniques simples. C'est pour ça qu'on a pu développer. Alors le potentiostat, il coûte moins de 20 €. Hein, donc c'est pas. Voilà. On peut faire vraiment des choses intéressantes. Et surtout, alors Emmanuel, il a développé des choses en Afrique, parce qu'il y avait eu un appel d'offres qui avait été fait par le MITI, le CNRS avec l'IRD, spécifiquement pour l'Afrique. Et donc voilà, il avait souscrit, il avait été accepté. Donc son projet avait été accepté. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme application? Là, c'est, surtout en Afrique, c'est essayer de voir si dans les médicaments qui sont vendus dans les pharmacies, il y a effectivement le principe actif ou pas. Et donc ça, on peut le faire très facilement avec ce petit développement en électrochimie. Donc là, c'est le cas du paracétamol. Et donc, vous voyez, la courbe qu'on voit ici est caractéristique de la présence du paracétamol. Et donc, Emmanuel a organisé 4 formations, donc en 4 ans, au Bénin, sur l'électrochimie. Il y a même un article que je vous ai placé ici. Alors là, c'est la lagune qui est près de Cotonou au Bénin. Donc tout ça, c'est pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire. À part les faux médicaments, on peut voir aussi le paludisme. Alors là, ils ont trouvé en fait un médicament dans une pharmacie qui était antipaludéen, mais il n'y avait pas du tout de quinine dedans. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit. On peut travailler sur les métaux lourds, on peut détecter des métaux lourds. Les carences alimentaires, on peut détecter aussi les principes actifs de plantes médicinales. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors, ce n'est pas les mêmes résultats qu'on a avec un spectromètre de masse, mais c'est quand même très intéressant. Alors, là maintenant, on va voir les plastiques. Alors, les plastiques, donc, on a eu hier la présentation le prénom c'est Nive, hier, sur les microplastiques. Donc là, c'est en fait une application sur la détermination de la composition de ces plastiques. Donc vous voyez ici, vous avez le spectre, la 3e image, là, c'est le spectre infrarouge de différents types de plastique. Donc on peut arriver à séparer certaines composantes de ces spectres. Et donc là, c'est aussi c'est un ingénieur de l'Institut d'optique qui a depuis quelques années développé une start-up qui s'appelle Impact Photonics. Donc c'est Mejdin Siri.
Et il a développé, au bout de quand même quelques années, ça n'a pas été simple, un spectromètre qui travaille dans l'infrarouge, complètement imprimé en 3D. Voilà, donc c'est entre 900 et 1700 nanomètres. Et donc il mesure la réflexion avec une résolution de 20 nanomètres, donc ce qui est pas terrible, mais bon, ça suffit pour pas mal d'applications. C'est assez lent parce qu'il a fait le choix d'avoir un seul détecteur plutôt que d'avoir des réseaux de détecteurs. Tout ça, c'est pour les coûts, hein. Donc le coût de ce spectromètre est de 300 €. C'est un peu lent, mais ça fait des choses. Voilà. Donc on peut analyser tout le spectre et même atteindre d'autres propriétés, comme atteindre le spectre des additifs qu'il y a dans les plastiques. Peut-être que je passe à une vitesse un peu supérieure. Alors là, un autre... Là, c'est un ingénieur qui travaille en Suisse, qui est près de l'université de Lucerne, et qui est un fou du hacking aussi, mais qui vend des choses. Alors là, vous pouvez voir ici donc une centrifugeuse qui est basée sur des disques durs. Donc c'est le moteur des disques durs. Vous avez un microscope, vous avez différentes... voilà, puis je vous ai mis le site, là c'est intéressant à aller voir tout ce qui a été fait. Et surtout, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le spectromètre. Alors le spectromètre, quand vous l'achetez, alors il est vendu, voilà ce que vous recevez. Alors ça n'a pas l'air d'un spectromètre, hein, pas du tout. Par contre, vous avez les fichiers pour après réaliser le boîtier, réaliser le support de cuvette. Alors c'est un spectromètre qui fonctionne avec une fibre, hein. Donc c'est-à-dire qu'on a une fibre derrière la cuvette et on récupère la lumière qui a traversé la cuvette. Donc vous voyez ici, et donc avec l'application caméra de Microsoft, il y a aussi la même chose chez Google, vous avez le spectre ici sur l'écran. Après, vous pouvez traiter le spectre. Donc, il a aussi des pinces optiques, un laser à balayage, un microscope laser à balayage et un générateur de photons unique. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des exemples d'open source pour l'industrie? Alors, j'en ai trouvé un qui est donc... QCM, c'est la microbalance à cristal de quartz. Donc il y a une start-up qui fait ça, et donc alors je vais passer rapidement. Et surtout, alors le principe, c'est toujours une fréquence de résonance qui est perturbée quand le poids qui est sur le quartz change. Donc ça, ça a été beaucoup utilisé pour regarder l'épaisseur des couches minces quand on fait des dépôts. Mais il y a aussi d'autres applications, notamment en biologie maintenant. Voilà, et donc les fondateurs de qui était une start-up et qui est maintenant une petite entreprise, donc il vous dit pourquoi l'open source hardware va changer la science. Après, pourquoi nous avons construit ça. Voilà, donc c'est intéressant d'aller aussi sur leur site. Ça, ce sont des gens du LETI à Grenoble, alors qui ont développé un système pour regarder la croissance des colonies de bactéries sur une boîte de pétri. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec un microscope, mais donc ils ont développé un système sans lentilles. Donc vous avez une source de lumière qui éclaire la boîte de pétri. Et après, vous avez en dessous un détecteur qui provient d'un appareil photo. Vous voyez donc le démontage de l'appareil photo pour récupérer le détecteur. Donc il n'y a pas de consommable autre que la boîte de pétri, là. Donc là, vous avez des images de colonies de bactéries. Et c'est un projet européen qui s'appelle Symbol, qui est fait avec l'Université d'Anvers.
Là, ben, on en a beaucoup parlé de l'Open Flexure Microscope, mais là, je vais passer rapidement puisque plusieurs d'entre vous le connaissent. En fait, j'ai connu aussi des personnes qui ont travaillé là-dessus depuis quelque temps. Donc, le principe de ce microscope, c'est la flexibilité du plastique. Et donc ça, c'est la deuxième version de ce microscope. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont au départ cinq personnes du département de physique de l'Université de Cambridge qui se sont dit il faut qu'on fasse un microscope parce que c'est l'instrument le plus utilisé partout et un microscope pas cher. Donc voilà, c'est aussi une démarche un peu à l'écopen, quelque part. Voilà, alors là, maintenant, je vais vous parler très rapidement de la commission dont je m'occupe pour l'instant. Alors, c'est évidemment une utopie, hein, c'est essayer d'aider plusieurs pays au développement scientifique. On fait des toutes petites choses. Donc, d'une part, c'est effectivement regarder comment on peut faire l'instrumentation scientifique à coût soutenable. Alors, j'aime pas low cost, je préfère à coût soutenable parce que coût soutenable, ça dépend de l'endroit où on est. Parce que low cost, il n'y a pas cette notion dans le low cost. Alors, pour que des mesures de terrain puissent être faites sur la santé et l'environnement, donc l'importance de la frugalité de l'open source est là. On a eu un programme de formation de formateurs en solaire photovoltaïque, donc on a fait des formations Burkina Faso, Guinée, Togo, Madagascar. On promeut aussi des travaux pratiques de physique à distance, ça aussi c'est important quand c'est possible de le faire. On collabore avec la SFO pour la distribution des kits Lightbox en Afrique et on essaye aussi de récupérer des exemples de coopération pour les diffuser. On s'intéresse un peu à la smartphonique et on fait la publicité de Physique, qui est un site de Christophe Chazot avec la main à la pâte. Voilà. Alors notre prochain combat, qui sera extrêmement difficile, ce sera de déclarer l'instrumentation scientifique comme un bien commun. Alors là, je vous donne un exemple d'un article assez récent. Donc, pour un ellipsomètre fabriqué complètement en 3D. Donc là, vous pouvez regarder la composition de couches optiques avec ça. Voilà. De kit Lightbox, donc je ne vous en dis pas plus, mais on pourra en parler après. Et le nouveau module de physique qui s'appelle Connect, c'est-à-dire qu'on peut connecter plusieurs capteurs sur ce petit module. Donc là, pour l'instant, il y a un détecteur de particules fines, de taux de CO2, UV, etc., luminosité. Donc, voilà. Et puis, je vous remercie de votre attention. Et donc là, il faut surtout, de temps en temps, regarder derrière soi ce qui s'est passé, parce que ça peut être important de temps en temps.